Bonjour à tous et à toutes. Je dois dire que c'est tout d'abord une bien lourde tâche, celle de commencer cette journée de communication du Kobo, avec une communication qui utilisera une approche plutôt socio-historique, tant cet objet paraît plus technique que social et plus entouré d'une aura hyper moderne qu'un objet historique. Mais j'essaierai de vous convaincre de la pertinence de ce détour en revenant assez rapidement sur les conclusions de deux volets de recherche que j'ai menés au cours du projet Hector. Ces recherches partaient d'un constat, le constat que le Kobo est généralement présenté dans les discours sur l'industrie du futur comme l'une des briques du système cyberphysique sur lequel s'appuierait la nouvelle révolution industrielle. Le Kobo est notamment présenté dans ses discours comme une brique permettant de mettre l'homme au cœur du processus de production industrielle. Or, la tâche que l'on s'est donnée peut être traduite comme un effort pour sociologiser et historiciser cette affirmation. Le Kobo est une brique de l'industrie du futur, remettant l'homme au cœur du processus de production. Cela nous a conduit à réinscrire l'affirmation sur le Kobo comme brique de l'industrie du futur dans une temporalité qui dépasse les bornes temporelles des programmes de politique industrielle qui se sont déployés à la suite de l'industrie 4.0 allemande de 2006. Nous avons donc abordé l'affirmation sur le Kobo comme vecteur du futur de l'industrie, non pas comme la traduction d'une rupture technique dans une histoire canonique de l'industrie marquée par une suite de révolutions, mais comme une cristallisation de l'histoire d'un phénomène social et technique que l'on appellera industrialisation de la production humaine. Or, l'industrie, comme le montre l'histoire du terme, d'abord utilisé avant le 19e siècle pour rendre compte de l'activité humaine générale, puis progressivement transformé en adjectif, industriel, pour caractériser un certain type spécifique d'activité de transformation du monde. Or, donc, l'industrie, loin d'être une réalité matérielle clairement délimitée, est à la fois la représentation d'une nouvelle forme de production humaine et d'une certaine organisation sociale de cette production. Pour cela, notre recherche a porté sur deux volets complémentaires. Le premier s'est intéressé à la façon dont la mobilisation contemporaine du Kobo participe à l'histoire de l'industrialisation comme construction d'un imaginaire de la production humaine. Et d'autre part, nous nous sommes intéressés à la façon dont la mobilisation du Kobo participe à l'histoire de l'industrialisation comme constitution d'un système macrotechnique de production. Pour le dire autrement, nous avons étudié l'émergence de la catégorie de Kobo dans une histoire sociotechnique de la robotique industrielle, c'est-à-dire dans l'évolution à la fois des solutions techniques et des discours sociaux sur l'utilisation des dispositifs robotiques comme vecteurs d'industrialisation. Dans le cadre du premier volet, nous avons ainsi identifié un corpus de textes produit par le gouvernement français dans lequel le robot apparaît à partir des années 1970 comme un élément structurel de ce qui est présenté déjà à cette époque comme une nouvelle révolution industrielle. La spécificité de ce type de publication est d'être ni des programmes d'investissement, ni des analyses techniques. Autrement dit, il ne s'intéresse pas à la robotique comme à des choix stratégiques que l'on s'apprête à effectuer, ou comme à des choix dont il s'agit d'évaluer les résultats, mais comme à des scénarios possibles, en rapport avec l'avancée potentielle ou probable de nouvelles technologies, de ce qu'on appelle à cette époque des nouvelles technologies. Nous avons défini ce type de littérature prospectivisme technologique, pour le différencier du prospectivisme sociopolitique des années 1950-1960. Si en effet les premières scénarisations du futur mobilisées par le gouvernement dans l'après-guerre se concentraient principalement sur l'évolution de modes de vie des sociétés afin d'accompagner les grandes transformations à venir dans un contexte de progrès continu, les scénarisations des années 1970 partent d'un constat d'une crise du progrès et cherchent à imaginer comment en sortir par des nouvelles technologies. Ce prospectivisme technologique, comme tout prospectivisme, n'a pas un objectif technique ou organisationnel, mais poursuit un objectif idéologique, dont le fondement est celui de présenter le futur progrès industriel à la fois comme souhaitable et comme différent par rapport à celui, bien évidemment condamnable, du passé qui est arrivé à un impasse. Aujourd'hui à imaginer l'industrie du futur. C'est vraiment là, à ce moment, que explose cette idée d'industrie du futur. Imaginons l'industrie du futur. Or, comme tout prospectivisme, le prospectivisme technologique n'est pas un discours qui a un objectif technico-organisationnel. Son objectif, ce n'est pas directement d'organiser ou
d'organiser la société ou en tout cas d'engendrer directement une évolution technique, mais a plutôt un objectif idéologique. Le but, c'est de préparer le futur et préparer la société au futur. Du coup, préparer un futur souhaitable. C'est vraiment explicite dans les textes prospectivistes. Le but, c'est de construire les imaginaires, faire en sorte que les gens acceptent ce qui viendra. Or, dans le cas spécifique de ce prospectivisme technologique, ça signifie de construire un futur industriel souhaitable. Et qui dit un futur industriel souhaitable, dit un passé industriel condamnable. L'ensemble de tout ce discours prospectiviste se structure sur cet oxymore selon lequel il y aurait une industrialisation du passé qui serait anti-humaine, qui aurait conduit justement à la crise du progrès parce qu'il aurait été constitué contre le travail humain, et au contraire, il y aurait une industrie du futur qui serait au contraire humaniste. Humaniste, mais toujours industrielle. Cela va vraiment, ce dispositif rhétorique se structure donc autour d'un oxymore qui consiste à présenter cette opposition humanisme-anti-humanisme. La production industrielle provoque une crise du progrès parce qu'en étant en concurrence avec le travail humain, elle l'asservit ou se substitue à lui. Au contraire, on commence à penser que la technologie, l'industrie doit travailler pour l'homme. Il y a cette idée, il faut mettre l'industrie au travail de l'homme. Or, les discours sur l'industrie du futur cherchent ainsi à mobiliser des imaginaires qui permettent de penser à un progrès industriel qui soit tout à la fois la continuation du processus d'automatisation qui a permis le progrès et une rupture par rapport au caractère déshumanisant de celui-ci. Dans ce discours, le robot joue un rôle central de pivot puisqu'il se présente comme un objet ambivalent. Il est à la fois l'expression de l'automate. On a déjà des imaginaires des science-fiction dans les années 70, du méchant robot, bien évidemment. Du coup, est à la fois l'expression de l'automate le plus extrême, mais en même temps, on peut penser qu'il a une forme de changement ontologique dû à l'intelligence qu'on lui met, qui le permettrait de devenir au service de l'homme et du coup de travailler pour lui. Le robot permet donc d'évoquer justement un passé industriel qui enchaînait l'homme à la machine, stupide, et le futur de l'industrie, basé sur une machine intelligente qui libérerait l'intelligence de l'homme. En ce sens, le discours sur la nouvelle révolution industrielle joue sur le passage d'un processus de production qui fait devenir l'homme esclave de la machine à celui dans lequel la machine est asservie. Et on voit bien comment, du coup, le jeu sur l'étymologie même du robot est constant dans ce prospectivisme. Le robot est l'esclave et risque d'asservir, et en même temps, il faut l'asservir. Il faut souligner que le robot fait son apparition dans ses discours dans le cadre d'un imaginaire qui présente déjà à cette époque la microélectronique et l'informatique comme la solution à l'impasse du progrès d'une industrie mécanique qui serait trop lourde. On est vraiment dans l'explosion de la société de l'information. Or, le robot, justement, par son apparence mi-informatique, mi-mécanique, mi-électronique, permet d'activer justement l'imaginaire d'une production qui serait à la fois décentralisée, flexible, horizontale, comme l'informatique, mais toujours industrielle. Toujours dans ce jeu avec un passé qu'il faut dépasser, mais qu'il ne faut pas rompre dans cette idée de révolution industrielle. Ainsi, il semble y avoir dans les discours sur la révolution industrielle un automatisme du passé, sale et rigide, et un automatisme du futur, intelligent et libérateur. Or, on retrouve dans les discours sur l'industrie 4.0, sur l'industrie du futur contemporaine, une continuité rhétorique étonnante. Si on prend les brochures, l'ensemble de l'industrie du futur est construite sur ces dichotomies, sale propre, horizontale verticale, lent rapide, polluant propre, etc. Or, cette continuité se trouve également dans l'utilisation robotique du robot, que, dans les années 2000, prend la forme du cobo. Le bon robot, le bon automate, devient le cobo qui se présente, comme il a été dit précédemment, comme une robotique alternative à la robotique de substitution qui avait éliminé les hommes ou transformé ces hommes en des presse-boutons. De nouveau, l'image du robot sert de pivot pour évoquer un progrès qui, tout en restant une continuité par rapport à l'évolution des systèmes techniques, a subi une révolution interne. La cobotique est ainsi présentée comme une robotique soumise. Robotique soumise parce que plus intelligente. Une sorte de paroxysme oxymore à la fois. Elle est une robotique soumise, alors que le robot est déjà en soi soumis, mais est soumise parce que plus intelligente. Et cela permet justement d'avoir cette continuité rupture dont on a déjà largement évoqué. Or, le cobo, comme le robot auparavant, est mobilisé dans le discours prospectiviste par sa nature de Janus, être à double face, à la fois automatique et autonome, et donc à la fois capable, comme tout automatisme, de reproduire les gestes simples de l'âme et du coup de se substituer à lui, mais par sa capacité
automatique a des marges de liberté pour s'adapter à la variabilité de l'homme et du coup de la compagnie. Toutefois, lorsque l'opposition bon automate du futur, méchant automate du passé est mobilisée, on ne fait que très peu attention à la réalité technique de ces instruments et à la réalité technique de la robotique industrielle. Le discours s'appuie plutôt sur l'apparente homologie entre le geste humain, qui est mobilisé par un bras, et le bras mécanique. Le robot, c'est pour ça qu'il y a cette image, c'est que véritablement, elle est l'homologue de l'homme, ou moins de l'imaginaire peut être l'homologue de l'homme. Ainsi, le robot serait prêt à devenir une sorte de condensé de cette image de la machine homologue de l'homme qui, par delà, peut soit le substituer, soit la servir, soit l'épauler, condensant de cette image donc la caricature de l'industrie comme entité dont l'histoire est marquée par l'alternative entre asservissement et libération du geste humain. Or, c'est pour interroger cette image récurrente du bras robotique dans le prospectivisme, qui est des bras robotiques comme homologues du bras humain, que nous avons décidé, dans le deuxième volet de la recherche, de revenir à la place qui a eu la robotique de manipulation, l'idée de la manipulation, l'idée du contact avec l'environnement dans l'histoire de la robotique industrielle. Histoire plus largement de la robotique. Nous nous sommes en ce sens intéressés au débat sur ce qui est la manipulation robotique, ce à quoi sert et sur la façon de la réaliser au sein des débats entre roboticiens dans la période qui va des années 80 aux années 2000. Alors, ce sont des débats qui s'inscrivent dans la progressive institutionnalisation de la discipline. Effectivement, dans les années 80, la robotique s'institutionnalise et porte en effet, au moment de l'institutionnalisation, sur les débats autour de quel est le mandat de cette discipline, quelle est sa mission sociale, sa mission technique, qu'est-ce qu'elle doit faire, la robotique, d'une certaine manière. Or, cette question de la manipulation, effectivement, se trouve au cœur de la convergence entre des branches disciplinaires qui étaient restées plutôt éloignées, la télémanipulation, l'automatique industrielle et l'intelligence artificielle. Dans ce contexte de réflexion sur la manipulation robotique, apparaît comme une question centrale la problématique de l'instabilité du contact. Un bras robotique autonome, effectivement, est un système de positionnement incapable de contrôler contemporainement la force et le déplacement. En ce sens, pour un robot conventionnel contrôlé en boucle fermée, le contact ressenti par un capteur de force produit des effets sur la boucle qui peuvent conduire à des mouvements exagérés, potentiellement destructeurs, raison pour laquelle les tout premiers robots industriels n'avaient aucun contact avec l'environnement. Toutefois, les blessures en flexibilité des usines dans les années 70-80 conduisent à chercher des solutions pour équiper les ateliers d'assemblage et donc pour concevoir des robots qui rentrent en contact avec l'environnement. C'est pour ça qu'on va chercher des solutions qui étaient déjà en partie utilisées dans la télémanipulation, justement le contrôle par retour de force et les interfaces haptiques. Dans ce cadre de la télémanipulation, le problème de l'instabilité était contourné par le fait que la télémanipulation fonctionnait en boucle verte par le contrôle du mouvement à travers le bras maître par l'opérateur. Cela permettait de réaliser des gestes précis en contact avec l'environnement, mais dans le cas de la télémanipulation, ces gestes étaient extrêmement lents et pas adaptés du coup au système de production industrielle. Or, la recherche de l'intégration du contrôle par retour de force dans les robots industriels renouvelle à la fois l'automatique industrielle et la télémanipulation. D'une part, l'idée d'un robot sensible, d'un robot capable d'interagir avec l'environnement, va réapparaître l'idée d'une machine complètement autonome. D'autre part, dans le cadre de la télémanipulation, cela réouvrait le champ à l'idée d'un bras augmenté, d'un bras parfaitement augmenté comme on pouvait utiliser un bras humain. C'est à ce carrefour qui commence à émerger l'idée d'une sorte de co-manipulation. Autrement dit, d'une manipulation réalisée grâce à l'utilisation d'un bras robotique, contrôlable comme un bras humain. Comme un bras humain, soit directement, comme dans le cas de ces premiers exosquelettes, soit également à distance, mais comme un bras humain avec la même sensibilité. Toutefois, il faut dire que les premières tentatives de co-manipulation n'arrivent pas à résoudre la difficulté de l'instabilité et de sa dangerosité. C'est en ce sens que la robotique industrielle de manipulation choisira une voie différente, au moins dans les années 70-80, concernant à ne pas chercher à développer des bras qui fonctionneraient comme un bras humain, mais se concentrant sur la structuration de gestes de manipulation très simples, permettant justement de programmer tout contact avec l'environnement. C'est ce qui fait en ce sens une première controverse dans les débats au sein de la robotique entre, d'une part, une partie de la robotique qui va considérer que la question de la manipulation révèle du design industriel et consiste non pas à conduire les robots de manipulateurs à réaliser des gestes
comme les humains, mais au contraire à modéliser et à simplifier les tâches de processus industriels afin de permettre aux robots d'intervenir dans un cadre délimité et facilement contrôlable. D'autre part, une perspective issue notamment des recherches sur l'intelligence artificielle prend le développement d'une société du contrôle à distance, Caroline pourra reparler, dans laquelle les bras robotiques seraient contrôlés comme des bras humains, en les remplaçant progressivement, et ils sentiraient comme des bras humains véritablement, ils toucheraient l'environnement comme des bras humains. La controverse porte tout à la fois sur le mandat épistémique, technique et social de la robotique. Alors que techniquement, pour les tenants de l'intelligence artificielle, le défi réside dans la multiplication des axes de liberté du bras pour véritablement arriver à avoir un bras qui fonctionne presque comme un bras humain. Pour les tenants du design industriel, au contraire, le défi technique consiste dans la modélisation des tâches industrielles de la manière la plus précise possible pour les reconduire le plus possible à des mouvements sur deux axes pour pouvoir intégrer des robots. Cela marquait également une distance au niveau de la conception du mandat épistémique. Pour les premiers, en effet, les tenants de l'intelligence artificielle, l'abandon d'une recherche fondamentale sur le contrôle du robot pour des solutions passives de design révélait d'un manque d'ambition des ingénieurs. Au contraire, pour les tenants d'une approche du design, souligner que les experts en intelligence artificielle, en se concentrant que sur le cerveau des robots, oubliaient ce qui était la matérialité de la manipulation, c'est-à-dire le contact entre un organe qui manipule et l'environnement manipulé. Ainsi, alors que les tenants de l'intelligence artificielle cherchent dans le système nerveux central le modèle du contrôle du robot, une partie de la robotique va regarder à une autre dimension de la manipulation humaine dont on pourrait s'inspirer pour produire des robots manipulateurs, à savoir le rôle des muscles opposés dans ce que, dans la manipulation humaine, on appelle le contrôle de l'impédance, c'est-à-dire le contrôle du toucher. Or, je n'ai pas le temps de développer, mais ce développement sur le contrôle d'impédance conduira à une reprise importante des recherches sur les interfaces haptiques et à une réactivation de la question de la comanipulation. Toutefois, le développement du contrôle de l'impédance va esquisser une nouvelle controverse autour des années 90. D'une part, effectivement, on cherche à se servir du contrôle d'impédance pour développer des extenders, comme on l'appelle un de ces roboticiens, Caseroni, des extenders qui sont fondamentalement, encore une fois, des exosquelettes qui permettraient à la main humaine de ressentir parfaitement le toucher de l'environnement, mais augmenteraient la force du bras grâce au fonctionnement de moteurs robotiques qui permettent de soulever des charges. D'autre part, dans la continuation des réflexions sur le design industriel, on considère que cette solution est non seulement encore trop dangereuse puisque le contrôle par impédance trop instable, mais également peu utile dans le cadre de l'évolution industrielle marquée par une grande automatisation. Effectivement, pour les tenants de ce qui deviendra la cobotique, la force n'est plus le problème principal des opérateurs. Il est donc inutile d'avoir des robots avec des moteurs actifs dont le contrôle d'impédance reste fort instable à cause du spectre très large de ces variations. Et il développe donc, à partir des réflexions sur le contrôle d'impédance, des robots complètement passifs qui ne se déplacent qu'à la force des bras humains, mais qui bougent dans un espace qui est encadré par des murs virtuels qui permettent de guider le mouvement de l'opérateur grâce à un retour haptique. C'est justement l'origine du cobo. Or, c'est à nouveau le mandat épistémique, technique et social de la robotique qui se définit différemment. L'extender, en effet, pense encore les choses en termes d'utilisation du robot pour prendre en charge une partie du geste humain. Au contraire, pour la cobotique, c'est l'interaction systémique entre environnement de travail et machine-opérateur qui représente le problème à résoudre. Le robot ne doit pas servir à libérer l'homme d'une dimension de son geste, mais à structurer ce geste de manière convenable. Le robot de manipulation pour la cobotique n'est donc pas la reproduction mécanique de la main, de cette main qui compose l'organisme vivant homme, mais l'un des organes techniques de l'organisme qui travaille. Donc le cobo est comme la main, mais n'est pas la reproduction de la main. La cobotique semble ainsi à rebours d'une construction de la robotique qui pense le geste de travail comme l'application de normes précises et qui envisage donc la possibilité de le reproduire grâce à la traduction de ces normes par un centre de contrôle. Au contraire, le geste de travail apparaît comme la capacité à mobiliser des organes, soit-il incorporés, portés par le corps ou autour du corps, pour, j'utilise cette citation de Georges Canguilhem, normaliser un milieu, c'est-à-dire pour produire les conditions pour agir de manière stable dans un environnement instable. Le cobo n'est donc probablement pas un bon robot, mais est peut-être un robot bien pensé, non pas de bien conçu,
mais bien pensé puisque pensé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil, comme tout robot a toujours été un outil. Un outil certes complexe, mais un outil et qui, comme tout outil, encadre, canalise le mouvement du corps humain, en lui donnant un sens technique, c'est-à-dire en transformant ce mouvement du corps en un travail. En effet, comme l'affirmait Gilbert Simondon, une machine ne peut pas être automatique et autonome à la fois. Ainsi, probablement, le robot n'existait pas, il affirmait, et peut-être on peut nous affirmer que le cobo n'existe pas. Il est le produit d'une représentation de l'évolution technique comme imitation progressivement plus affinée du geste humain. Or, comme on vient de le voir, les choses sont différentes. Ainsi, comme le robot ne remplace pas l'homme, on peut douter que le cobo collabore avec lui. Tout simplement, le robot ne travaille pas. Il n'est ni concurrent ni collègue, le robot fait autre chose, il ne travaille pas. Il est plutôt l'une des solutions par lesquelles l'homme, collectivement ou individuellement, canalise ses gestes pour les faire devenir un travail, c'est-à-dire une stabilisation de l'interaction organisme-environnement en une forme valorisée socialement. Une canalisation qui se fonde toujours sur une sorte de ratio économique entre la valeur qu'on attribue à l'engagement du corps et son coût. Valeur et coûts qui peuvent être à la fois monétaires, morales, physiques, sociaux, etc. En ce sens, pour comprendre le sens de la diffusion des solutions automatiques et pour interroger leur intérêt, il faudrait sortir de la rhétorique de l'opposition entre travail humain et production industrielle et réfléchir au processus de valorisation et dévalorisation des engagements corporels dans nos sociétés. Cela implique de cesser de penser l'industrie du futur comme le produit d'une alliance entre un déterminisme technique et un volontarisme humaniste, et de le voir au contraire comme le résultat d'arbitrages complexes et conflictuels entre jugements économiques, jugements sociaux et culturels sur la valeur de l'engagement corporel dans le processus de production. Plus ou moins. Merci. Questions ? Oui, on a le temps. Alors, on a le temps pour des questions. Je veux bien que quelqu'un fasse circuler le micro dans la salle et en même temps, je surveille les questions à distance. Alors, je vais essayer d'allumer le micro. Est-ce que... Merci. Ça marche. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions? Vous pouvez vous présenter et n'hésitez pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrick Martin, je suis professeur émérite aux arts et métiers. Tout ça, j'ai bien aimé votre histoire, votre reconstitution historique, parce que ça me rappelle mon jeune temps, mais j'ai même fait pendant 20 ans le cours de robotique ici dans le cadre du CNAM, mais dans le cadre de la chaire mécanique avec Cazin. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, si on est en période d'inflation, maintenant on parle d'industrie 5.0. Donc, vous savez, il y a même un rapport européen et les appels d'offres européens qui mettent en avant cet aspect 5.0 avec justement cette collaboration entre les sciences de l'ingénieur et les SHS. Autre remarque, j'ai bien aimé globalement votre présentation et effectivement, deux petites remarques. Donc, dans le passé, effectivement, on a dit le robot remplace l'homme, on a l'homme l'usine sans homme, et donc derrière, il y avait tout un impact fort au niveau de la formation. On a supprimé des filières techniques, et maintenant, on en subit les conséquences. Donc, il faut bien rappeler qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qu'on en subit encore les conséquences. Est-ce que vous avez étudié aussi, autre part, donc la répartition entre les activités, les tâches plutôt dédiées au robot, parce que le robot ne se fatigue pas, parce que le robot est capable de faire des opérations répétitives, mais par contre l'homme a une intelligence, a une vision plus globale, que le robot va avoir une vision plus locale, et donc qui permet de justifier l'interaction entre l'homme et le robot. Alors, merci. De remarquer, c'était effectivement un travail sur une certain type de littérature, j'ai envie de dire, qui était cette littérature que je définissais prospectivisme technologique, dans laquelle
La question de l'usine sans hommes n'apparaît jamais. Personne n'écrit dans cette idée de quel est le futur de l'industrie. Personne ne dit l'industrie sans hommes. On dit, chez Vedman, même dans ce fameux colloque sur l'industrie, ce n'est pas l'industrie sans hommes, mais c'est les hommes plus intelligents. Toujours. C'est le même discours. Après, on peut dire effectivement quelles sont les tâches. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire que parmi les tâches plus intelligentes, il y a aussi des tâches manuelles. Alors qu'à l'époque, c'était peut-être que des tâches intellectuelles. Mais l'usine n'était jamais sans hommes. C'était toujours les hommes libérés du travail pénible par les robots pour leur faire le travail intelligent d'une certaine manière. Donc en réalité, la récurrence de ce discours est constante, à mon sens. À mon sens, elle est vraiment constante. Bien évidemment, elle se déplace. Et je ne dis pas que la nature de la technique, de l'état technique existant, ne modifie pas l'état de ces débats, mais il est quand même étonnant qu'il y a constamment une nécessité à partir des années 70 de parler de révolution industrielle. Moi, j'ai trouvé exclusivement une petite période de véritablement creux de cette rhétorique entre les années 2000 et les années 2010, on va dire. C'est le seul creux de cette période. Sinon, depuis pratiquement 78 jusqu'à aujourd'hui, cette idée d'une révolution industrielle qui remettrait l'homme au cœur est constante. Et l'homme est toujours remis au cœur par cette révolution industrielle. Ce n'est pas qu'il y ait la 5.0 dont vous nous parlez que remet l'homme au cœur. Depuis la révolution industrielle des années 70, on remettait l'homme au cœur. Peut-être de manière différente, mais l'idée c'était toujours de, comme je le disais tout à l'heure, remettre le progrès au service de l'homme, de toute manière. C'est-à-dire de dire, le progrès n'est plus au service de l'homme, mais non, le remet au service de l'homme, alors que jusqu'à maintenant c'était égaré. On a fait un progrès qui a malheureusement fait du mal à quelqu'un, mais non, on a compris, on va remettre le progrès au service de l'homme. La deuxième remarque, je ne me souviens pas, je suis désolé, c'était... Ah oui, sur la répartition des tâches. Alors, ce n'était pas du tout mon affaire. Hein. Je répète, les textes étaient vraiment pas du tout des textes techniques. Et je répète, le robot qui était présent dans ces textes, on peut douter qu'il était un robot qui était sur un étagère d'un producteur. Était vraiment une image, celle du robot, mais parce que c'était assumé, c'était effectivement un type de discours assumé. Par contre, ce sur quoi je m'étais intéressé, c'était plutôt dans les débats sur la robotique industrielle, au sein vraiment des roboticiens. Et là, il y a quelque chose qui est un rêve récurrent depuis l'Hardiman, dont j'ai montré l'image en 65, d'arriver à construire ce bras qu'on contrôlerait directement, qu'on manipulerait directement, est plutôt un rêve technique, si on veut, mais est récurrent, arrive jusqu'aux extenders, et le Kobo est un partie de ce rêve, bien que à se retrouver autour de certaines controverses. Bon, je ne peux pas aller plus loin dans la réponse. Merci. Oui. On a une autre question en présentiel et n'hésitez pas à distance. Bonjour, Catherine Delgoulet, professeure d'ergonomie au CNAM. Merci pour ta présentation, Marco. J'avais une première question vraiment pour mieux comprendre justement sur quel type de document tu t'es appuyé dans le premier volet de ton analyse, parce que moi j'ai du mal à voir ce que c'est que ce corpus et voilà, de quoi il est fait, comment tu l'as trouvé, etc. Donc voilà, ça m'intéresse un petit peu d'avoir des éléments plus précis sur ces dimensions-là. Ensuite, j'avais une remarque sur la vision de la pénibilité du travail, qui est aussi présentée dans ce que tu rapportes, hein, où la pénibilité n'est qu'une pénibilité visiblement physique. Et donc, ça questionne effectivement la manière dont on appréhende le travail et cette notion de pénibilité, notamment parce que, on le sait bien, dans un certain nombre de travaux que nous pouvons faire, nous, en tant qu'ergonomes, cette pénibilité, elle est aussi une pénibilité vécue et que donc, d'autres dimensions, un travail intellectuel peut être aussi pénible. Et donc, voilà, je voulais avoir aussi ton retour là-dessus et voir comment, dans les textes que tu as travaillés, étaient précisés, ou en tout cas, qu'est-ce que tu avais pu voir sur cette notion de pénibilité et la manière dont c'est appréhendé dans ces travaux-là. Alors, pour ce qui concerne la première question sur le corpus, en fait, dans le commissariat au plan, dès le deuxième rapport du plan,
on ouvre une section de prospective. La première, c'était le groupe 85 à l'époque, et le groupe 85 était, comme je disais tout à l'heure, autour des années 60, était vraiment très orienté à la scénarisation sociologique. Autant on faisait des entretiens à Claude Lévi-Strauss, du coup on était vraiment sur imaginant qu'est-ce que sera la société de demain. Or, néanmoins, ce groupe, il continue à travailler, et il travaille donc tout au long de la période planiste. Et dans les années 80, du coup, il y a cette bascule avec les rapports des années 70-80, dans lequel il y a notamment un rapport qui va s'appeler l'industrie au futur, dans lequel vraiment il y a cette idée de commencer à scénariser non plus, comme je le disais, la scénarisation des transformations de mode de vie, mais scénariser ce qui va devenir la production de demain. Donc c'est un outil du plan, c'est un instrument du plan, du coup produisent des rapports et des rapports intermédiaires, et donc c'est sur ce corpus-là que je me suis concentré. Pour ce qui concerne la deuxième question, bon, vaste question, dont je doute d'avoir vraiment des éléments. C'est sûr, alors je répondrai avec une nuance. C'est sûr que l'ensemble de disons, de l'histoire de la robotique industrielle, a souvent assumé la question de l'assistance comme une assistance physique. Il est intéressant néanmoins, voilà, dans la dernière controverse que j'évoquais, de voir qu'il y a quand même une idée de dire le robot n'est plus là pour donner plus de force à l'homme, mais là aussi pour accompagner son guidage. C'est ces gestes de guidage qui deviennent de plus en plus complexes parce que les pièces sont plus grandes, pas forcément plus lourdes, mais plus grandes. Et il faut donc avoir une attention plus accrue pour contrôler de ne pas faire coincer deux pièces. Du coup, il y a néanmoins la prise en compte, c'est toujours une pénibilité physique, bien évidemment, parce qu'on est toujours dans une tâche physique, mais il y a pour le moins une complexification de cette pénibilité physique qui n'est plus exclusivement la lourdeur des pièces à soulever. Donc, il y a, il me semble, dans l'histoire de la robotique industrielle, des allers-retours et justement et des débats aussi à l'intérieur de qu'est-ce que ça veut dire assister le geste de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire assister le geste humain. Voilà, c'est tout ce que je pense je peux dire au moins à partir de ce corpus. On a le temps pour une dernière question. Mais il y aura un temps de discussion à la fin encore, donc vous pouvez garder vos questions, du coup, Jean-Christophe. Et du coup, ça laissera le temps pour les personnes à distance de mûrir des questions. D'accord. Alors, j'ai pas vu quelle était... Ah ben, c'est bon. Bonjour, Adriana Savescuto, l'INRS. Merci pour cette présentation avec une approche vraiment très intéressante sur la sémantique, tout ça. Enfin, j'aime bien. Ma question porterait plus sur quand vous faites votre analyse comme ça, passage de l'automatisation robotique vers la robotique collaborative. Est-ce que vous supposez que toute l'automatisation va partir ou va se transformer petit à petit dans les discours, dans l'idée des gens vers la robotique collaborative? Alors, je vais essayer donc de préciser. L'idée, c'était d'une certaine manière, l'idée de ce travail, c'était de sortir véritablement de l'idée de suite de rupture technique. Voilà, c'est un peu l'histoire canonique, il y a des suites de rupture technique. Lorsque j'enseigne à mes étudiants, je dis toujours, ne parlons pas des révolutions industrielles, même pour parler de la première, parlons d'industrialisation. Et c'était un peu en ce sens. Autrement dit, il y a effectivement le développement de solutions techniques qui automatisent certains gestes, qui délèguent à la machine certains gestes. Et ce système, en réalité, bien évidemment, il y a des évolutions, il y a des transformations, il y a des innovations, si on veut, mais on n'a jamais des ruptures. Ces ruptures sont toujours construites dans un discours, si on veut. Donc, pour répondre à votre question plus dans le détail, non, je ne pense pas que tout va devenir de la robotique collaborative. La robotique collaborative va être un outil comme il y en avait d'autres, comme le robot a été un outil qui, en réalité, on l'a appelé robot, mais c'était un système automatique. On aurait pu continuer à l'appeler système automatique. Après, les roboticiens avaient aussi un enjeu de construction d'une communauté et ont construit leur communauté, mais c'était une partie de l'automatisation. Et donc, moi, je dirais, pour le dire en termes plus sociotechniques, c'est une partie de l'industrialisation. On est dans l'histoire de l'industrialisation, c'est une étape dans l'histoire de l'industrialisation, et c'est dur d'y voir une rupture, surtout lorsqu'on voit que cette rupture, elle serait constante depuis, comme je le disais, les années 70-80. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci beaucoup, Marco. Merci. Ça pose bien, enfin voilà, ça donne une perspective historique qui pose bien à certains des enjeux de la journée.